Moi je fais partie des gens qu'on appelle les gens de Tarmac, à savoir des gens qui ont été arrêtés en 2008 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et on est donc toujours poursuivi pour ces chefs d'inculpation. Et récemment, le parquet de Paris, c'est-à-dire donc, enfin, le parquet antiterroriste, c'est-à-dire donc la voix de l'État, a confirmé dans son réquisitoire que ce qui nous était reproché relevait bien du terrorisme. Et donc ce qui nous est reproché, c'est assez intéressant, et le réquisitoire le montre bien. Il nous est reproché un certain nombre de faits considérés comme relativement mineurs, à savoir la participation à une émeute à Vichy contre le sommet de l'immigration qu'il y avait eu en 2008. Divers petits trucs comme ça. Et accessoirement, la police essayait de nous imputer des sabotages de caténaires de TGV le jour où un train de déchets nucléaires Castor traversait la France. Mais il s'avère que l'histoire a démontré que la police avait passablement menti, même énormément menti dans cette histoire. L'accusation de terrorisme paraissait un petit peu exagérée et inadéquate, en tout cas, au fait qu'il nous était, qu'on essayait en tout cas de nous reprocher. Et là, ce qui est intéressant avec ce réquisitoire, et certainement un procès qui viendra l'année prochaine, c'est que l'État, encore aujourd'hui, donc le gouvernement actuel, assume intégralement sa politique antiterroriste. Lorsque précisément les gouvernants se permettent à peu près tout, quand il n'y a pas de réaction populaire, quand il n'y a pas de soulèvement, c'est juste qu'il va bientôt y en avoir un. Et là, d'un seul coup, on peut s'imaginer que la cascade de lois répressives qui s'abat sur nous depuis 10 ans, ce dont elle dénote, c'est d'une sorte d'angoisse fondamentale des gouvernants qui sentent que le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, il y a eu 2005, les émeutes en banlieue, il y a eu le mouvement du CPE, et après, plus grand-chose, ils savent que la situation est métastable, c'est-à-dire qu'elle est stable, mais à tout moment, elle peut se renverser. Et à l'évidence, ce qui est en train de se passer maintenant avec toutes les lois sur le renseignement, etc., c'est en fait une mise à jour de l'institution judiciaire par rapport aux nouvelles formes de lutte qui fonctionnent partout en Europe. En fait, ces lois, ce qu'elles permettent, ce qu'elles anticipent, c'est la possibilité de réprimer des mouvements populaires spontanés et massifs. Donc moi je suis là pour parler un peu du cas de répression dont à Toulouse on est assez victime et assez représentatif, dans le sens où il y a des moyens de la police qui sont utilisés et qui sont des expériences à petite échelle pour pouvoir le développer après pour museler tout mouvement social. Nous à Toulouse on s'est mobilisé par rapport à la ZAD de Sivins et suite à la mort de Rémi Fraisse, les étudiants en fait sont descendus dans la rue pour montrer un peu leur dégoût de la société et lutter contre les grands projets inutiles et la militarisation de l'espace public. Donc on a été fortement réprimés à Toulouse. C'était la première fois où on voyait des canons à eau dans les rues, les hélicoptères survolaient la zone en permanence. Du coup, moi c'est lors d'une de ces manifestations où j'ai été interpellé. Il s'ensuit une garde à vue de 48 heures où les conditions de détention en France sont exécrables, où du coup il y a la lumière toute la nuit, l'odeur est pestilentielle avec ça pue l'urine, il n'y a pas de papier toilette dans la cellule ni rien, on est surveillé en permanence. Suite à ça, j'ai été condamné à 2 mois de sursis en première instance pour tentative de violence, donc c'est un truc qui n'existe pas dans le droit français. Donc du coup on a fait appel, le juge en plus avait fait un faux en écriture, ce qui est possible du coup d'une peine de prison. Il avait blancoté pour corriger son erreur et le faire en violence et plus tentative de violence, donc on a fait appel de ça. Le problème, ce qui est plus, on a fiché la justice là-dessus et il n'y a pas de mobilisation qui a suivi derrière parce que le mouvement sur la MAFAC a été terminé, les gens n'étaient plus dans la rue, donc la justice était libre de continuer sa répression sur les militants. Et donc c'est là où j'ai pris du coup 2 mois ferme et rajouté 4 de sursis, donc 6 mois en tout. Donc je les ai pas encore fait. Et c'est pour ça que ce soir, c'est un bel exemple en fait qu'on soit tous là réunis, qu'il y ait autant de secteurs qui étaient en lutte, qui sont fait réprimer, qui sont tous ici ensemble pour montrer qu'en fait, on ne va pas se laisser faire, que c'est pas toutes les menaces du gouvernement et de son État qui vont nous faire plier, que nous on est là pour s'organiser, pour lutter. C'est pour ça que c'est important qu'on soit tous ensemble quotidiennement dans la rue pour lutter contre le gouvernement. Donc voilà, moi je m'appelle Yann et j'ai la singularité d'avoir été révoqué de la Poste. Et c'est pas arrivé depuis 1951, donc le 13 janvier 2015,
à l'heure où la Poste, la main sur le cœur, le jour même où la Poste, la main sur le cœur, imposait une minute de silence en l'honneur de la liberté d'expression après l'attentat à Charlie et après l'hypercachère, elle signait la révocation, donc ma révocation, en fait pour fait de grève. Il y a eu une grève l'année dernière, il y a des grèves à la Poste, il y en a tout le temps, il y en a eu des dizaines là, au printemps, dont certaines ont été victorieuses. Et pas pour rien, elles ont été victorieuses parce qu'elles ont été massives dans certains coins, comme à Caen, où c'est plus de 1200 facteurs en Basse-Normandie qui ont été en grève et ils ont su gagner. Nous, l'année dernière, en 2014, il y a les facteurs de Rueil, qui ont entamé une grève qui a duré 173 jours. 160... Ils sont mis en grève pour exiger l'embauche des jeunes précaires. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir les autres et essayer d'agréger les forces. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans les 173 jours de grève, on a fait plein de choses, plein de rencontres. On a été capable de faire des choses avec les intermittents du spectacle. Un truc que rarement on voit. Les intermittents du spectacle, au moment où on est en train de remettre leur statut, où le gouvernement est en train de casser le statut des chômeurs, on s'est mis avec eux, on a fait des choses avec eux. Et ce qui les emmerde le plus, c'est pas qu'il y ait des syndicalistes, c'est qu'il y ait des syndicalistes ou des militants qui bagarrent dans la boîte pour que les gens ils prennent la parole. Ils veulent casser les gens qui bagarrent et qui sont les gens les plus dangereux parce que la vérité c'est ça. C'est que c'est nous le danger. Si nous tape sur la gueule, c'est parce qu'on est dangereux. C'est parce qu'on ne représente pas l'ordre établi. On est là pour les bousculer. C'est nous effectivement qui sont capables, qui pourrions produire l'insurrection à venir. C'est nous qui pourrions le faire. Ce que j'ai subi, c'est un simple coup de matraque, mais un coup de matraque qui m'a fracturé l'orbite de l'œil gauche. Là, il y a un mois à peu près, lors du rassemblement pour les migrants à la caserne de Château-Landon. Alors, ce que j'ai subi ce jour-là, je ne suis pas le seul à avoir pris des coups. Il y a eu des charges assez violentes. Il y a eu un camarade qui a pris des coups sur le crâne, qui a dû être emmené aux urgences. Et puis quelques jours avant, il y a des migrants aussi qui ont pris des coups. Et alors eux, on les voit pas parce que comme ils sont en situation irrégulière ou autre, ils n'ont même pas fait savoir ce qu'ils avaient subi. Donc cette violence-là, elle est restée complètement cachée. Et donc, je parle un peu en leur nom aussi parce qu'eux, ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer. Et je voudrais faire le lien avec ce qu'a dit Yann juste avant, quand il parlait de toutes ces personnes qui viennent de plein d'endroits différents et qui sont ici avec nous en France et qui luttent avec nous. Parce que quand on parle des migrants, on réduit généralement le problème à une question du genre bon ouais mais on peut pas accueillir toute la misère du monde en gros. Et puis on oublie un petit peu de rappeler ce qui fait que autant de gens essayent de fuir leur pays. Alors il y en a plein de raisons, hein. On pourrait y passer un certain temps. Mais on peut parler de la situation au Moyen-Orient. La situation au Moyen-Orient, ça date pas de la semaine dernière, hein. C'est la lutte des pays du Nord, des pays qui consomment le pétrole pour garder l'hégémonie sur les ressources pétrolières. C'est la situation en Palestine qui dure depuis 1948 et qui fait que des millions de Palestiniens vivent à l'extérieur des frontières de leur pays, que le droit au retour n'est pas respecté, que ceux qui vivent dans leur pays, bon, je ne vais pas vous faire le tableau, vous le connaissez, ils vivent dans des conditions effroyables. Non, c'est des gens qui sont chassés par un ordre mondial, par un système qui crée de la misère, qui crée de l'oppression, parce que dans ces pays-là, tous ces gens-là, ils sont maintenus dans l'oppression pour pas pouvoir renverser les gouvernements qui les oppriment. Et ensuite, quand ils viennent essayer de vivre mieux, essayer de gagner de l'argent pour l'envoyer à leur famille, etc., eh bien, on les opprime, on les maintient dans l'illégalité pendant des années, des décennies, et voilà.
on avait une petite ferme avec 25 vaches laitières, voilà, dans le Jura. Et bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de... Je suis inculpée dans l'affaire des 1000 vaches. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de participer à cette action organisée par la Confédération paysanne. Parce que premièrement, c'était une action symbolique, non violente, de démontage. Donc à part démonter quelques pièces et les emmener à Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, voilà ce qu'on a fait. Action non violente. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir qu'en agriculture, c'est quand même très grave. Parce qu'on est en train de... C'est la financiarisation qui rentre dans l'agriculture, dans le monde agricole. Ce monsieur qui est à la base de la ferme des 1000 vaches, c'est un entrepreneur en BTP, 400e fortune de France. C'est pas un paysan. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Enfin, voilà. Et en fait, actuellement, il y a des financiers qui se mettent dans l'agriculture, qui veulent transformer l'agriculture en industrie, qui financent des bâtiments, qui rachètent des terres, qui dans des projets gigantesques. Il faut savoir que 3000 hectares, ce qui est le projet pour les 1000 vaches, ça fait 12 arrondissements de Paris. C'est quelque chose dont on croit rêver. C'est plus de l'agriculture, c'est bien de l'industrie. Le premier procès, on a été pour l'instant jugé au pénal. Il faut savoir qu'au civil, on sera jugé plus tard. Ils prétendent qu'on a fait entre 250 000 et 300 000 euros de dégâts. Bon. Ce qui est absolument hallucinant. Mais bon, ils essayent quand même le truc. Le premier procès, on a discuté toute la journée sur les causes de l'action. En fait, en 1 heure, ils ont fait leur délibéré. Ça a été bâclé en 1 heure, ils nous ont jugés. Et les peines, ils nous ont dit tout de suite, on n'est pas là pour juger, pour causer des causes de l'action, mais des faits. Bon, donc ça veut dire que le militantisme, il a été bafoué là. Donc on s'est tous pris entre 2 mois et 5 mois de prison avec sursis et 300 € d'amende pour refus de prélèvement ADN. Donc on a fait appel. Donc on a eu un deuxième procès où on a pu beaucoup plus s'exprimer sur le fond. Cependant, la procureure, qu'est-ce qu'elle a demandé? La reconduction des peines. Le rendu de notre procès aura lieu le 16 septembre. Ce que je veux dire, c'est qu'on va continuer à se battre, et que même s'il y a 9 inculpés, bon, on n'est pas que 9, et il y a une association qui s'appelle les Amis de la Confédération paysanne, et on a beaucoup d'amis, et on va continuer à se battre pour que ce monde-là, il cesse, parce qu'on n'en veut pas de ce monde-là. Voilà. Je m'appelle Oscar Roman, voilà, je suis enseignant dans le secondaire. Je travaille dans un collège dans le 92 Nord, c'est en banlieue de Paris. Et je voudrais parler de moi, parce que je passe en conseil de discipline avec mon collègue Gary qui est juste là. Gary, lève la main, voilà, on est 2 à passer en conseil de discipline. Et je voudrais parler aussi du collège Bellevue. Le collège Bellevue, c'est un collège qui est aussi en banlieue de Toulouse. Et c'est un collège aussi qui a subi la répression. Alors je vais vous expliquer de quelle forme. Il y a eu un mouvement contre la réforme de l'éducation prioritaire. Moi, ça fait 15 ans que je travaille en éducation prioritaire. Je sais quels sont les besoins de mes élèves. Et on s'est mis en grève parce que dans mon collège, par exemple, on sortait du réseau d'éducation prioritaire. À Bellefontaine, à Toulouse, ils ont fait exactement la même chose. Donc on s'est mis en grève, on a perdu nos salaires pour avoir des moyens pour des enfants qui en avaient vraiment besoin. Et on est victime de répression syndicale, puisque à Toulouse, il y a 6 personnes à Toulouse qui ont été déplacées pour utilité de service. Ce n'est pas une sanction, juste utilité de service. C'est le recteur qui dispose des enseignants et les déplace où il veut. Et en plus, pour les gens de Toulouse, c'est double peine, puisque en plus de ce déplacement pour utilité de service, il y a eu aussi des mesures de conseil de discipline. Évidemment, avec la mobilisation qu'il y a eu, pour l'instant, la rectrice a arrêté les mesures disciplinaires, mais ils doivent toujours être déplacés. Voilà. Nous, on était convoqués en juin, finalement. Il se trouve qu'on va passer normalement au conseil de discipline avec Gary en septembre. Bon, on verra, on n'a pas de date. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus faire de syndicalisme. On ne peut plus faire de syndicalisme en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'on a un gouvernement, hein, et on voit bien que c'est de la répression syndicale, parce qu'ils en prennent 5 sur 40, nous ils en prennent 2 sur 40, il y avait plus de 4. À l'heure actuelle, nous ce qu'on nous demande, c'est d'être dociles. Donc à tous ceux qui résistent, tenez bon. Alors voilà, on fait partie du collectif 8 juillet. En 2009, on s'est fait tirer dessus au flashball par la police et tous au-dessus de la tête.
au-dessus des épaules. Et l'un d'entre nous a pris un tir dans l'œil et a perdu son œil. On s'organise avec d'autres blessés au flashball et aussi avec des familles dont les proches ont été tués par la police. Et donc, dans la semaine qui vient, on organise une tournée Punk Against Police.